Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue le top 10 des sociétés néerlandaises. Donc c'est un peu particulier, les sociétés néerlandaises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur siège social aux Pays-Bas, grâce aux avantages fiscaux qui sont octroyés aux holdings. Mais du coup, ça nous donne un top 10 un peu plus international que des boîtes purement néerlandaises, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on passe sur Coifin tout de suite pour analyser ces entreprises. Comme d'habitude, on va passer en revue les différentes colonnes de ce tableau. On est d'abord sur le ticker d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, on l'a pas en euros ici, mais c'est bon, c'est pas gênant. La croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, plusieurs métriques de valorisation. On va enlever le price to sell qui n'est pas forcément pertinent ici. On va avoir donc le price earning. Alors la valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning, le price free cash flow. C'est toujours intéressant de comparer ces différentes métriques. Une valorisation par rapport au bilan, donc le prix sur actif et le prix sur actif tangible. 2 mesures de rentabilité en fonction que l'entreprise est une société financière ou plutôt on va dire classique, donc le rendement des capitaux investis ou la rentabilité des fonds propres, le rendement des fonds propres, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende s'il y a un dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut également les rachats d'actions. On a le payout ratio et on vérifie toujours les bénéfices nets par rapport au free cash flow pour savoir si ce payout ratio est correct ou pas, parce que le payout ratio est calculé par rapport au bénéfice net, mais on paye avec les free cash flow. Donc il faut toujours vérifier qu'il y a une équivalence entre les deux. On commence par la première société de cette liste, tout le monde la connaît, c'est ASML, le leader mondial des outils de production de machines, des outils de production de semi-conducteurs, tout simplement. C'est le leader incontesté du marché, il fournit les fondeurs, donc TSMC, voilà, tout ce qui est fonderie. Ils ont une position de leader mondial sur le domaine, une des vraies pépites européennes. On est sur une market cap de 266 milliards de dollars US, une croissance qui est forte à 19% en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est plutôt bien. Les multiples reflètent cette croissance, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 24,6, un price earning de 34 et un price free cash flow de 28,3. On a un rendement des capitaux investis qui est colossal à 32%, donc ça c'est énorme. Un petit dividende de 1%, il y a un peu de rachat d'actions à 1,10. Je pense que les rachats d'actions à ce niveau de valorisation sont pas très intelligents, mais passons. On a un payout ratio qui est à 32% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio est plus faible que ça. Ce dividende et ce rendement actionnaire peut augmenter plus largement sur ASML, donc c'est très sécurisé et ça serait bien qu'il augmente d'ailleurs. Bon, c'est une société de croissance. Moi je n'ai pas de société de croissance, mais si vous êtes un investisseur dans la croissance, ASML c'est incontournable. Et pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux prendre les prévisions des analystes en regardant les bénéfices projetés sur les 12 prochains mois. Donc là, on n'a que l'info sur les 12 derniers mois, mais voilà, il faut aller voir ce que prédisent les analystes pour cette entreprise qui est, cela dit, très qualitative. Ensuite, on a Airbus. Donc, est-ce que c'est vraiment une société néerlandaise ? C'est une société multinationale européenne, on va dire. On est sur l'aérospatiale et la défense, 142 milliards de dollars US de market cap. Pas de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Toutefois, le marché anticipe la hausse des dépenses militaires en Europe, donc ça va bénéficier à Airbus évidemment. En termes de multiples, on reflète cette croissance, cette anticipation de croissance en tout cas. Donc voilà, on est sur une valorisation quand même qui reflète bien les anticipations de croissance, donc ça c'est un peu cher quand même. Le rendement des capitaux investis à 10%, c'est correct. Un petit dividende à 1,80%, en fait le niveau est en absolu n'est pas très élevé parce qu'on se paye cher sur Airbus. On a eu des opportunités beaucoup moins chères avec un dividende plus intéressant sur cette entreprise. On a un payout ratio à 52%, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc ce payout ratio en fait il est un peu plus élevé que ça en réalité. Bon, rien de très dangereux pour l'instant. Donc Airbus, à mon avis c'est un peu cher, le marché est un peu allé trop loin sur la croissance, et puis le problème en fait quand on est sur des entreprises industrielles, oui le carnet de commandes se remplit, mais après il faut exécuter et il faut monter en cadence, et c'est là que on va se rendre compte qu'en fait on n'arrive pas à délivrer aussi vite que ce qu'on pensait. Donc Airbus à mon avis plutôt à l'écart. Alors Prosus, ça c'est plutôt une société de portefeuille en fait. Ils ont une grosse position dans Tencent. Donc ça s'évalue pas comme une entreprise classique, ça s'évalue comme une holding. On est sur un market cap de 107 milliards de dollars US. Une croissance, comment ça s'évalue une croissance d'une holding ? C'est avec la croissance des participations à vérifier. Donc une croissance de 15,5% en rythme annualisé sur 5 ans. En termes de multiples, en fait, on va regarder plutôt par rapport aux actifs.
on est on n'a pas de décote en fait. Et sur les holdings en général, on veut une décote pour être sécurisé, parce que quand vous êtes sur une holding, vous ne maîtrisez pas la circulation du cash, et donc il y a plus de risques sur l'allocation du capital que sur une entreprise classique qui a, on va dire, une seule activité, ou alors qui a une activité qui est verticalement intégrée. Ici, vous avez des activités qui n'ont pas de rapport entre elles, donc vous ne maîtrisez pas la circulation du cash et vous dépendez du management. Donc il n'y a pas de décote sur les actifs, ça c'est dommage. Et pour les holdings, on va regarder le rendement des fonds propres plutôt. Donc là, par contre, c'est plutôt élevé, 18% de rendement des fonds propres, ça c'est intéressant. Il y a un maigre dividende, 0,23%, avec un payout ratio qui est tout petit. Donc en fait, l'entreprise elle verse pas de dividende quasiment, mais elle est plutôt dans les rachats d'actions. On a 6,3% de rendement d'actionnaire, donc quasiment exclusivement en rachat d'actions. C'est plutôt intéressant à ce niveau-là d'avoir Prosus pour les rachats d'actions. Maintenant, vous n'avez pas de marge de sécurité, on est un peu surévalué par rapport aux actifs nets. Donc, et après, alors toujours pareil, ça c'est ce qui est affiché dans l'agrégateur. Maintenant, pour une holding, il faut aller en profondeur dans le bilan pour savoir la réalité de cette valeur des actifs. Ici, ce qui est affiché ici, c'est peut-être pas la vraie valeur des actifs qui sont détenus. Donc ça, il faut les réévaluer, aller chercher les participations. Si elles sont cotées, dans ce cas-là, on peut prendre la valeur des participations cotées. S'ils font du non-coté, il faut faire des évaluations. Ça rend l'analyse quand même complexe pour les holdings. C'est pour ça que je préfère ne pas investir dans ce type de société. Ensuite, on a ING Group, donc la banque Orange. On est sur 61 milliards $ US de market cap. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 3,2%. Là, ça doit être la croissance du produit net bancaire à vérifier. Mais bon, c'est un secteur qui est très mature en Europe, donc il n'y a pas vraiment de croissance. En termes de price earning, moi je dis souvent que sur les financières, le price earning max c'est 10. Au-delà, on commence à être cher parce qu'en fait, on est sur un secteur qui a pas de croissance, qui est très régulé, qui a beaucoup de qui peut potentiellement avoir beaucoup de problèmes. Donc la marge de sécurité en absolu, c'est avoir un price earning en dessous de 10. Donc là, c'est pas le cas. Et l'autre critère de sécurité, c'est d'avoir une décote sur les actifs tangibles, donc à moins de 1 sur le prix sur actifs tangibles. Là, c'est pas le cas, on est surcoté de 10%. Donc il n'y a pas de marge de sécurité sur ING Group. Les rendements des fonds propres est correct pour une banque à 10,2%. C'est dans la lignée de ce qu'on voit sur BNP et Crédit Agricole par exemple. Donc là, c'est plutôt convenable. Un rendement du dividende digne d'une banque, 5,8%, mais les rendements du dividende sont souvent très élevés sur les banques, et un rendement de l'actionnaire de 13%. Donc la société rachète massivement ses actions. On a un payout ratio qui est élevé à 72%. Donc attention, je me demande comment ils font pour payer les rachats d'actions alors qu'ils crament déjà une bonne partie du cash en dividende. Donc à confirmer, cette sécurité de dividende là, c'est pas forcément acquis. Et est-ce que le groupe a vraiment les moyens de racheter ses actions autant, donc à vérifier. Donc plutôt à l'écart sur ING Group. Comme d'habitude pour les banques, moi je n'investis pas dans les financières. Ensuite, on est sur Universal Music Group, donc là c'est plutôt l'industrie du divertissement, et donc la musique. On est sur 51 milliards $ US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 10,6%, donc c'est assez fort. Il faut vérifier s'il y a croissance externe ou uniquement organique. Je pense qu'il y a la croissance externe aussi sur IMG, mais à vérifier. Alors les multiples sont élevés, donc ça reflète cette croissance. On est à 24 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 24 en PE, 30 en price to free cash flow, donc on n'a pas de marge de sécurité à ce niveau-là. On est sur une valeur plutôt de croissance, quoi. On n'a pas la métrique des rendements des capitaux investis des fonds propres, donc ça c'est l'outil qui ne met pas à sa disposition malheureusement. On n'est pas endetté sur UMG, d'ailleurs j'ai pas parlé de la dette sur les autres groupes, mais ASML c'est pas endetté, Airbus il n'y a pas de dette, on est cash net, sur Prosus je ne sais pas, et sur ING Group ils mettent pas la dette puisque c'est une banque. Sur UMG je pense qu'on est cash net également, un rendement du dividende à 2%, un rendement l'actionnaire qui est un peu plus faible, donc il y a un peu de dilution. Attention que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc le payout ratio il doit être au-dessus de 50%. Bon, c'est pas, ça menace pas le dividende pour autant. Est-ce que c'est attractif UMG? Je trouve pas, même si on a la croissance. C'est un secteur qui est compliqué, le divertissement, on est quand même disrupté pas mal, il y a Internet, il y a le piratage, etc. Bon, moi je pense qu'il y a mieux à faire en dossier de croissance. Adyen, on est sur le spécialiste européen des paiements, donc ça c'est une bonne petite société de croissance. Ils mettent financial services, mais c'est pas une banque, c'est pas une assurance, donc ça c'est potentiellement un secteur sur lequel je pourrais investir parce qu'on est sur le paiement, donc il n'y a pas forcément beaucoup de levier. On est sur 49 milliards $ US de market cap. On a une croissance du chiffre d'affaires énorme en rythme annualisé sur 5 ans de 30%. Donc ça, c'est excellent. Je pense que l'entreprise gagne des parts de marché assez massivement. Les multiples reflètent cette excellente croissance. 37,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est très cher. Un price earning de 51, c'est très cher. Un price sur cash flow de 30, là, c'est moins cher. Mais bon, ça reste très très cher comme valorisation.
comme d'habitude, comme c'est une société de croissance, il faut aller regarder ce qui se passe en termes de prévision des analystes, donc quel est le multiple sur les 12 prochains mois, si ça se trouve on est à la moitié de ça, surtout si on a 30% de croissance. Hein. Mais maintenant, l'exercice de valorisation est très compliqué parce que si vous avez une forte croissance, eh bien le multiple dans un an il va être beaucoup plus bas, mais si vous déviez par rapport aux prévisions des analystes, eh bien, en fait le multiple est plus haut que ce qu'on pensait. Donc c'est pour ça que l'exercice de faire de la croissance c'est pour moi très compliqué et aléatoire. On a un rendement des capitaux investis qui est très bon à 13%, donc on est sur une société en très forte croissance et bien rentable. Donc ça c'est pas mal. Pas de dividendes versés et il y a un rendement d'actionnaire qui est négatif, donc il y a un peu de dilution sur le dossier. Maintenant, on a des free cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, mais je pense que ces free cash flow, on n'en fait rien pour l'instant puisqu'on ne rend pas aux actionnaires. Donc ça vient gonfler la trésorerie, qui est du coup le groupe en situation de trésorerie nette puisqu'il n'y a pas de dette. Alors ensuite, on est sur NXP Semiconductor, donc un acteur du marché des semi-conducteurs. On est sur 48 milliards de dollars US de market cap. On a 7,3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est une croissance moyennement élevée, c'est sympathique comme niveau. On est sur des multiples qui sont pas trop élevés, on est sur 12,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc là on n'est pas sur un dossier trop chèrement valorisé un dossier de croissance trop chèrement valorisé par le marché. Maintenant la croissance n'est pas non plus stratosphérique. Hein. Un price earning en dessous de 20, un price cash flow de 23,4, donc ça va, c'est pas trop cher payé. Un rendement des capitaux investis qui est très bon, on est presque à 15%, donc c'est un bon niveau ça. Il y a un peu de dette sur le dossier, presque 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça impacte un peu les bénéfices nets, hein. Il y a les charges d'intérêt, donc il faudrait baisser l'endettement, mais c'est pas un niveau préoccupant pour autant. Un rendement du dividende à 2,13%, un rendement de l'actionnaire à 4,8%, donc il y a des rachats d'actions sous cette société. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, attention, donc on doit être plus proche de 50% en payout ratio, mais ça reste un niveau qui est soutenable pour le dividende et les rachats d'actions. Donc NXP, ça peut être intéressant pour une société, on va dire, de croissance, mais c'est pas une forte croissance, on va dire une croissance à prix raisonnable. Une croissance raisonnable à prix raisonnable, on dirait. Allez. Et avec un peu de qualité vu la rentabilité. Ensuite, Henken, donc le brasseur néerlandais, on est sur 46 milliards de dollars US de market cap, une croissance de 4,5%, donc c'est correct, hein, c'est un peu plus que la croissance du PIB mondial, mais on est sur un secteur un peu mature quand même et assez défensif. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 11,8, un PE de 45,5, mais en fait, je pense que ponctuellement, alors à vérifier, hein, mais ponctuellement, on a des bénéfices nets qui sont bas par rapport au free cash flow, parce que en price to free cash flow, on a 13,4, ce qui est pas très cher payé. Hein. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la valeur d'entreprise sur EBITDA correspond et pas si loin du price to free cash flow, donc je pense qu'ils arrivent à bien convertir leur EBITDA en free cash flow, ça c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent bien les stocks, ils maîtrisent bien le BFR, etc. On est sur un rendement des capitaux investis à 7,3, donc c'est convenable, surtout que la croissance n'est pas hyper élevée non plus, donc ça assure un petit niveau sympathique de génération de cash opérationnel, de cash flow opérationnel, donc ça c'est pas mal. Il y a un peu de dette hein, sur Henken, donc ça il faudrait voir la baisser un petit peu hein, dans l'allocation du capital. On a 2,3 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende à 2,45%, un rendement actionnaire à 2,7%, donc il y a un peu de rachat d'actions. Attention que le payout ratio est à 122%, mais on a 3 fois plus de free cash flow que de bénéfices nets, donc en fait on est à peu près à 45% de payout ratio, donc ce dividende est tout à fait soutenable à ce niveau-là. Henken, c'est un bon petit dossier défensif, c'est pas avec ça que vous allez faire une superbe performance, mais ça peut diminuer la volatilité de votre portefeuille. Ensuite, on est sur Wolters Kluwer, donc c'est un spécialiste de l'édition de revues scientifiques, enfin de revues de publications scientifiques. On est sur 37 milliards de dollars US de market cap, donc c'est quand même une grosse boîte, hein, 5,11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on a une croissance modeste, mais qui a le mérite d'exister. Des multiples élevés, hein, 20,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 33 en PE et 26 en price to cash flow. C'est un niveau, c'est pas si loin que ASML, et pourtant vous avez beaucoup moins de croissance. Et beaucoup moins de rentabilité. Donc à choisir entre les deux, quand même, il vaut mieux prendre ASML. Bon, un rendement des capitaux investis qui est presque à 20%, donc ça montre que c'est une très bonne, une bonne société très bien gérée, avec un niveau de dette sur EBITDA à 1,6, donc le bilan est pas trop lourd. Un rendement du dividende à 1,6%, mais surtout un rendement d'actionnaire à 4,3%, donc ça c'est très bon. Hein. Il y a des rachats d'actions sur Wolters Kluwer et donc ça augmente le rendement de l'actionnaire. On a un payout ratio qui est à 48, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on va être plutôt à 40%. Donc bon petit dossier défensif aussi à mon avis, hein, mais ça se paye un peu cher à ce moment-là, donc, à ce niveau-là, donc il vaudrait mieux attendre un petit peu que ça baisse un petit peu pour être plus tranquille sur ce dossier, parce qu'il n'y a pas tant de croissance que ça quand même. Ajax, c'est une biotech, je connais pas du tout. On est sur 36 milliards de dollars US de market cap.
une croissance énorme, 89%, donc à voir, hein, est-ce que c'est la croissance organique ou par acquisition. On fait des pertes nettes, donc non, on fait des pertes en free cash flow, mais pas en bénéfice net, mais on a un price earning de 47. Donc je pense que c'est une société qui a atteint son seuil de rentabilité il y a pas très longtemps. Le rendement du capital investi à 15%, donc c'est pas mal. On a un peu de dilution sur le groupe. Bon, moi je pense qu'il vaut mieux s'écarter de ce genre de dossier. Une biotech, j'aime pas les biotech, même si elles sont rentables, hein, il y a des bons dossiers en biotech, hein. Je pense à la Genmab au Danemark. Bon, mais c'est un secteur, à mon avis, pour des spécialistes, et là il se paye cher, donc je pense qu'on n'a pas dépassé le seuil de rentabilité depuis très longtemps. Donc plutôt à l'écart de ce dossier. Qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection de chez nos amis néerlandais? Si vous faites de la croissance, évidemment vous prenez du ASML. Vous pouvez prendre un peu du NXP. Ça a l'air intéressant quand même comme dossier. Enfin non, allez, pardon. On va plutôt prendre en top 3 ASML, Adyen et NXP si vous faites de la croissance. Si vous faites du défensif, on peut prendre Inken, c'est pas mal en défensif. Et puis on peut prendre aussi Universal Music, non je pense pas. Donc du coup moi dans cette liste, et on peut prendre bien sûr Voltaire Culvers. Donc voilà, top 3 croissance, ASML, Adyen et NXP, défensif, Enken, Voltaire Culvers. Le reste, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.